préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. L'actualité est pesante, mais c'est bientôt le 1er avril et la tradition veut que ce jour-là, on fasse des blagues. L'origine de cette journée est française, on la doit au roi Charles IX. Jusqu'en 1564, l'année commençait le jour de Pâques, date variable dans le calendrier. Il fut alors décidé par Charles IX de le transférer au 1er janvier, jour fixe. Les étrennes du 1er de l'an furent donc offertes 3 mois plus tôt, le 1er janvier. Et il ne resta dès lors pour l'ancien 1er jour de l'an que des félicitations pures et simples auxquelles les mauvais plaisants ajoutèrent des cadeaux ridicules ou des messages trompeurs. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse préparer vos blagues du meilleur goût possible et pourquoi pas les partager sur notre page Facebook quand on rigole un peu. Mon invité m'attend et ça, ce n'est pas une blague. En 2021, le Muséoparc Alésia ouvre une nouvelle page de son histoire puisque le Muséoparc s'offre une nouvelle scénographie avec l'archéologie en fil rouge. Le site d'Alésia en Haute-Côte d'Or, c'est 755 000 visiteurs depuis son ouverture en 2012, 40 000 visiteurs en 2020, malgré 5 mois de fermeture suite à la Covid-19, contre 80 000 visiteurs en 2019. 65% des visiteurs y viennent en famille et 90% sont satisfaits de leur visite. Mais c'est aussi une programmation culturelle riche et de grandes dates à retenir. Pour nous en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants son directeur Michel Rouget. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film À voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film d'animation japonais Mary et la fleur de la sorcière, disponible sur la plateforme de streaming Netflix. C'est l'été, Mary vient d'aménager chez sa grand-mère dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Marie possédera des pouvoirs magiques. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Oh, quelle belle fleur! Je l'ai trouvée dans la forêt. Elle a un très joli nom. Elle s'appelle Vol de nuit. Et elle ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. C'est la fleur de la sorcière. La fleur de la sorcière. Peter? Salut. T'es pas obligé de me suivre. Hé! Non, on n'y va pas. Les jours de brouillard, on n'entre pas dans la forêt. Un balai? Tib, cette fleur... Qu'est-ce qui m'arrive? Voici l'entrée principale, l'Académie Endor. C'est l'académie de magie la plus renommée. Enchanté, jeune Marie. Enchantée. Vous semblez être doté d'aptitudes réellement exceptionnelles. Cette petite sait très bien où se trouve la fleur. Cette force transformera le monde. Cette fois, il faut absolument réussir. Cette nuit, je suis une sorcière. Il faut que tu fasses attention, sinon tu ne pourras plus jamais revenir. Peter! Marie? Je leur ai promis de revenir et qu'on rentrerait tous ensemble.
découvrez ou redécouvrez le film d'animation japonais Mary et la fleur de la sorcière sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Michel Rouget, directeur du Muséoparc Alésia. Mais maintenant, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Une tour Eiffel en or, le monument retrouvera bientôt sa couleur d'origine. En restauration depuis 2019, la Dame de Fer se refait une beauté pour les Jeux Olympiques 2024. Elle devrait aborder une nouvelle couleur jaune-brun d'ici fin 2022. Cette restauration est la plus importante qu'elle ait connue depuis sa création. On peut déjà voir la nouvelle couleur quand on regarde au sommet. Rassurez-vous, cette restauration ne transformera pas radicalement le paysage de la capitale. Il va juste lui donner un côté un peu plus gold pour les JO. Lancement du chantier de sauvegarde d'urgence du théâtre du château de la Roche-Guyon. En janvier 2019, la mission Patrimoine en péril organisée par Stéphane Bern a sélectionné l'incroyable projet de restauration du théâtre du château de la Roche-Guyon. C'est l'un des rares petits théâtres aristocratiques du XVIIIe siècle encore existants. Le chantier a débuté en janvier 2021. Cette première phase durera 5 à 6 mois et permettra d'arrêter la dégradation du théâtre et de le préparer pour la prochaine étape qui sera la restauration-restitution. Une campagne de mécénat a été relancée afin de permettre à ce joyau du siècle des Lumières de revoir le jour. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce chantier incroyable sur www.châteaudelarocheguyon.fr. C'était votre rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des Petits Cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Rouget, directeur du Muséoparc Alésia, un lieu prisé par les familles et accessible pour tous les publics que j'ai eu la chance de visiter. Bonjour Michel Rouget. Bonjour Eric. Alors vous êtes directeur général du Muséoparc Alésia. Alors 2021 est une grande année puisque le Muséoparc Alésia s'offre une nouvelle scénographie en changeant l'exposition permanente en place depuis son inauguration en 2012. Cette nouvelle scénographie se veut plus accessible, plus interactive, plus ludique et plus proche des visiteurs. Hein. C'est ça, vous avez tout résumé de manière parfaite. C'est exactement ça. En effet, le département de la Côte d'Or qui est propriétaire du site d'Alésia a décidé de renouveler tout ce parcours permanent pour dans la grande évolution, j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui on parlait que du siège d'Alésia. Et là, on va parler du siège d'Alésia, bien évidemment, mais aussi de la ville gallo-romaine qui s'est développée après le siège, donc au 2e, 3e siècle de notre ère. Donc, et à cette occasion, on va sortir un certain nombre de collections gallo-romaines découvertes sur le site d'Alésia, certaines pas vues depuis plus de 20 ans, et d'autres découvertes ces 10 dernières années de fouilles, puisqu'à Alésia, il y a toujours des fouilles archéologiques. Donc du coup c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le grand, j'ai envie de dire, le grand chambardement thématique. L'autre nouveauté, ça sera qu'on va prendre l'archéologie vraiment comme fil rouge de la découverte, ce qui était un petit peu plus, qui sera plus présent que ce que ça ne l'était jusqu'à présent. C'est-à-dire que on aura une archéologue qui va s'adresser aux visiteurs tout au long du parcours. On va avoir un petit espace qu'on a appelé l'archéolab, sur lequel on pourra manipuler, faire des connaissances avec les techniques de l'archéologie. Enfin, donc c'est vraiment parce que finalement l'histoire de l'archéologie au 19e siècle avec Napoléon III qui lance les fouilles à Alésia, tout ça, ça fait vraiment partie de l'archéologie, de l'histoire de l'archéologie moderne. Et Alésia est un bon témoin de cette évolution. Donc on aura ça aussi en fil rouge. Et puis en effet, la dernière chose, pour reprendre ce que vous disiez sur le côté immersif, vous savez qu'au Muséoparc Alésia, on aime bien apprendre en s'amusant. Oui. Donc du coup, on fait une place nouvelle aussi aux nouvelles technologies, mais toujours au service du discours. Donc il y aura des mappings sur des bustes où César, Vercingétorix s'adresseront directement aux visiteurs. On aura un petit espace de type jeu vidéo Kinect pour apprendre à combattre comme un Gaulois ou comme un Romain. Enfin, vous voyez, on va avoir un certain nombre de dispositifs
dispositifs comme ça, donc qui feront que le visiteur sera acteur de sa visite, ça c'est important, que les grands et les petits, et ça c'est important, le public familial est pour nous tout à fait la cible première, toute la famille pourra y trouver son compte dans la visite. Et puis, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir apprendre deux, trois choses sur les Gaulois et les Romains, casser les clichés. Est-ce qu'ils mangeaient vraiment du sanglier ou pas, comme dans une certaine BD, on nous le dit à toutes les cases, ou est-ce que vraiment ils avaient un casque à ailes? Ben non, peut-être pas. En fait, on va se rendre compte que l'archéologie nous dit que non. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on va continuer à révéler avec toute l'équipe et toutes les entreprises qui travaillent sur ce nouveau projet. Je voulais qu'on reparle alors des bustes en réalité augmentée, parce que ça m'a intrigué. Donc ça va être César Vercingétorix et Napoléon III, c'est ça? Alors comment ça va se passer? C'est ça. Alors comment ça va se passer? En fait, ils vont dans la scénographie, dans le parcours, vous allez tomber sur des niches, dans des murs où il y aura ces bustes, type buste que vous pouvez trouver dans des musées de sculpture, vous voyez, bustes antiques ou 19e siècle, et d'un coup ces bustes vont vous parler, voilà. Et donc en fait la technique c'est on appelle ça du mapping, parce que on projette en vidéoprojection le visage d'un comédien qui a été filmé au préalable, ouais, et qui va du coup parler, ça anime complètement le buste et c'est comme si le buste vous parlait, donc ça va être tout à fait étonnant. Et surtout là où ce qu'on s'amuse à faire, c'est que le buste, donc c'est pas le personnage historique, mais c'est le buste qui représente le personnage qui parle aux gens, donc il y a du coup ça crée une petite distance. Et donc du coup, on peut mettre un petit peu d'humour, on peut prendre un peu de recul sur les événements. Et c'est chacun qui va donc le César, forcément le buste de César sera un petit peu un buste qui se prend pas pour n'importe qui. Vercingétorix sera plutôt jeune, plein de fougue, mais un peu déçu que ça soit mal fini pour lui. Et puis Napoléon III, il va quand même rappeler que c'est un peu grâce à lui que si tout le monde parle d'Alésia, c'est un peu grâce à lui quand même, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense que ça sera assez original et ce sera encore une fois une manière différente de parler du sujet. C'est ce qu'on a voulu faire. Il y aura aussi, on travaille avec une illustratrice qui va faire des planches de BD aussi qui seront accessibles à tous. Donc du coup, on va avoir comme ça plein de contenus sur des supports différents. Encore une fois, pour que un visiteur, quel que soit le grand-parent, le parent, l'enfant, l'ado, tout le monde pourra finalement trouver à un moment donné quelque chose qui l'intéresse, voilà, et d'une manière qui l'intéressera d'en parler. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a imaginé, puis bien évidemment tout ça dans un souci d'accessibilité à tous. Donc toujours ce travail que l'on fait ici au Musée au Parc Alésia, mais comme dans beaucoup d'autres lieux, d'accessibilité sur les questions de handicap, les questions de langue étrangère, vous voyez, pour que vraiment le plus grand nombre puisse profiter de sa visite un maximum. Alors cette nouvelle scénographie a été confiée à Clémence Farel, hein? Oui, exactement, à l'agence Clémence Farel qui dans le cadre d'un concours, un concours de scénographie avec un jury qui a été lancé par le département de la Côte d'Or, a été retenue parce que elle avait, je pense, cette vision avec son équipe elle a bien compris la philosophie du Musée au Parc Alésia, qui est de se dire tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on montre, c'est sérieux. L'archéologie, on n'est pas là pour rigoler parce que elle nous permet de dire de vraies choses sur l'histoire, mais en revanche, la manière d'en parler, on peut s'amuser. Voilà, on peut avoir du ludique dans un musée d'archéologie. On peut avoir du ludique pour parler de l'histoire. La seule ligne directrice qu'il faut pas perdre, c'est que tout ce qu'on raconte est juste et c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais après, sur la forme, le fond on est irréprochable et sur la forme, on peut un peu s'amuser pour attirer le plus grand nombre de personnes. Alors Michel Rouget souhaitait préciser que ce chantier a été mené essentiellement par des femmes. C'est important, ça. Oui, c'est vrai que c'est drôle parce que l'équipe du département, en effet, est plutôt à majorité féminine. La scénographie, donc Clémence Farel, et dans le milieu des scénographes, il y a quelques femmes et donc il y a Clémence, donc c'est elle qui a été retenue. Et puis on a aussi l'illustratrice qui travaille sur les BD et qui
seront présentes dans l'exposition et donc une femme. Voilà. Et après on a si on balaye globalement, vous savez, dans les musées, les équipes sont plutôt féminines. Donc j'ai une équipe qui est plutôt majoritairement féminine aussi. Notre attachée de presse à qui je fais un petit coucou est une femme. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est le hasard de la vie a fait que c'est un projet. Voilà, on pourrait battre un peu ce cliché de dire on est un site, on est sur un champ de bataille qui s'est passé il y a 2000 ans, mais du coup où on parle finalement très très peu des Gauloises. En histoire, finalement, les Gauloises, on n'en parle jamais. Ben là, je trouve qu'il y a une belle revanche avec une équipe qui pilote tout ça, qui est majoritairement féminine. Voilà. Mais nous, les garçons, on est quand même là aussi un peu pour apporter notre contribution aussi à ce beau projet. Ouais, non, c'est tout ça. C'est plutôt en bonne intelligence et avec le souci surtout de penser bien à nos futurs visiteurs pour qu'ils aient plaisir à venir découvrir, à passer un bon moment ici sur le site d'Alésia. L'attachée de presse, c'est Christine Muller, hein, c'est bien ça, hein? Oui, Christine Muller-Ville, ouais, voilà. Tout à fait, ouais, voilà. Alors, Michel Rouget, pouvez-vous nous en dire un peu plus également sur la programmation culturelle 2021 qui est riche, hein? Il y a de la cuisine et bien d'autres choses encore, un escape game également. Oui, alors elle est riche, elle sera encore plus riche quand on pourra ouvrir nos portes et que nous pourrons accueillir les visiteurs, parce que c'est vrai que normalement le Muséoparc aurait dû ouvrir depuis le 15 février pour sa saison 2021. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date d'ouverture, donc c'est vrai que la programmation, les premières semaines de programmation pour l'instant, s'annulent les unes après les autres, mais c'est pas grave. On pourra retrouver donc le nouveau parcours permanent dont on parlait à l'instant sera visible à partir du mois de juin. Donc jusque-là, on pourra découvrir notre exposition qu'on avait montée l'an dernier et qui se poursuit dans les cuisines d'Alésia, et puis aussi l'exposition sur les petits mythos, ce que mangent les petits mythos. Vous savez, les petits mythos, c'est cette BD pour enfants avec les personnages de la mythologie enfants qui font plein de bêtises. Et donc du coup, c'est l'histoire de parler de l'occasion de parler de que mangeait-on dans la Grèce antique. Donc on a fait 2 expositions visibles autour de la cuisine. Et puis en effet, sur le site des vestiges gallo-romains, on a créé un escape game qu'on a baptisé Furie d'Alésia, hein, c'est ça? Ouais, la Furie d'Alésia, et c'est du punk antique, donc c'est une énigme, ce sont des énigmes à résoudre autour d'une disparition et d'un crime, et donc là on vise plutôt les ados, les jeunes adultes, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore dans notre offre. Donc vous avez 1h30 pour résoudre les énigmes, et cette 1h30 vous la passez sur le site des vestiges, donc ça vous fait visiter les vestiges tout en étant plongé dans une histoire pleine de rebondissements qui mêle archéologie, fantastique et antiquité. Et puis en août, il y aura le Pax Romana qui aura lieu les 14 et 15 août, 2 jours pendant lesquels la ville gallo-romaine s'anime pour faire découvrir les activités sportives, ludiques et artisanales d'il y a 2000 ans. Hein. En effet, au mois d'août, pour replonger dans la gladiature et les sports antiques, les sports olympiques antiques, voilà. Donc ça sera sur le site des vestiges. Et puis au mois de juillet, on aura aussi notre week-end de reconstitution des Bello Gallico, qui replonge avec une centaine de reconstituteurs des Gaulois, des Romains, des Germains, qui font un campement pendant 2 jours entre les lignes de fortification, et qui explique donc quel était le quotidien des troupes à Alésia, et surtout qui vont faire des démonstrations de bataille pour se rendre compte de ce que ça pouvait être, comment on utilisait les armes et tout ça. Donc ça, c'est les 2 grands week-ends qui encadrent, j'ai envie de dire, la période estivale. Et cette période estivale, elle va être après nourrie par les ateliers que l'on propose pour les enfants, légionnaires en herbe, guerriers gaulois en herbe, et puis aussi le festival de musique classique et électronique avec du mapping sur la façade, qui revient pour la 3e année. Donc voilà, encore un été bien riche, en espérant qu'on puisse faire profiter le plus grand monde de toute cette belle programmation. Et puis sur l'automne, pour terminer la saison, on aura une exposition qui sera sur construire malin, construire romain, et donc sur le génie, j'ai envie de dire, architectural des Romains et de leur capacité à construire des ouvrages tout à fait impressionnants qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc ça veut dire qu'ils savaient bien bâtir. Et donc on terminera l'année en septembre, octobre, novembre avec cette exposition pour
pour parler un peu de tout ça. Donc, vous voyez, vous aviez raison, c'est finalement une saison assez riche. Ouais. Ah ouais, j'ai noté tout ça en tout cas. Hein. Michel Roger, j'invite tous nos auditeurs à découvrir votre nouvelle scénographie au Muséoparc Alésia. Merci Michel Roger. À très bientôt, merci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte que les musées réouvrent et la première chose que je ferai, c'est aller découvrir la nouvelle scénographie à Alésia. Mais pour l'instant, dans Que faire des mômes, il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine une magnifique BD, T'as vu ta tête, dont le tome 1 s'intitule Poursuivi. Les dessins sont de Gabriel Bagnoli et le scénario de Carole Trébor. Avec T'as-tu ta tête, une nouvelle héroïne, vous allez plonger dans l'univers de l'Égypte ancienne et participer à la rencontre de personnages extraordinaires qui défient le temps et incarnent des légendes séculaires. Cette nouvelle série jeunesse au ton décalé et pleine d'aventures et de suspense enchantera vos mômes, et ça j'en suis sûr. Dans ce premier opus, la jeune héroïne débute un long et trépidant voyage. Quittant l'Égypte, elle se rend jusqu'en Angleterre où elle doit rejoindre un clan de créatures fantastiques pourchassées, comme elle, mais pouvant la protéger. T'as vu ta tête, tome 1, poursuivi, une superbe aventure à découvrir aux éditions Vent d'Ouest. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.